Bonjour à toutes et à tous Bonjour. et bienvenue sur ce nouveau rendez-vous Mouvement Up Factory. J'entends en plus les cloches et on est pile à l'heure, c'est Exactement. magnifique. Alors, on est ensemble ce matin donc, pour le Mouvement Up Factory qui est organisé en partenariat avec Accenture et le groupe SOS Pulse. C'est un programme qu'on a lancé il y a 5 ans maintenant et qui est un programme de pré-incubation qui soutient une nouvelle génération d'innovateurs à impact positif. Dans ce cadre, donc, on organise des événements comme ce matin, des temps d'inspiration qui sont gratuits et ouverts à tous pour permettre à ces jeunes pousses que nous accompagnons de découvrir les expériences d'autres entrepreneurs chevronnés sur des thématiques propres à l'entrepreneuriat social. Pour ce 5e temps, nous recevons donc Laura Lerguillet, qui est directrice d'Artora, pour aborder la question de l'utilisation des réseaux sociaux quand on lance son projet. Donc Artora, c'est une jeune entreprise qui utilise la médiation culturelle comme un vecteur de lien social. Laura, donc issue d'une formation de juriste et d'histoire de l'art, vous avez dû apprendre de manière autodidacte à utiliser les réseaux sociaux pour développer votre projet. La mission, c'est que chacun puisse apprendre, échanger, se rencontrer et débattre autour de l'art. Et pour cela, nous vous proposez des animations culturelles, intergénérationnelles dans les EHPAD notamment, ainsi que des visites de musées et conférences pour les entreprises. Alors, à Exactement. l'arrivée du Covid-19 et du confinement, comme beaucoup d'acteurs de la culture, toutes vos interventions ont été annulées. Vous avez donc saisi cette occasion et l'opportunité pour développer votre présence sur Facebook et Instagram en proposant des contenus pédagogiques autour de votre métier, donc la médiation culturelle. Une expérience qui vous a permis de développer votre communauté et d'accroître un peu votre visibilité, j'imagine, et d'obtenir des belles retombées, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, déjà, bonjour et bienvenue, et Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. L'idée donc de ce matin, c'est que vous n'êtes pas une experte forcément des réseaux sociaux ou de la Non, non, non. communication. C'est bien l'objet de ce matin, c'est avant tout de partager avec notre communauté d'entrepreneurs vos conseils et pour qu'ils puissent, eux, s'approprier en fait de manière plus sans crainte à ces réseaux sociaux et en parlant un petit peu de votre expérience. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu l'histoire d'Artora qui se cache derrière cette association, depuis quand vous existez et ce que vous faites un peu concrètement? Mais bien sûr. Alors, au début, tu disais entrepreneur chevronné. Bon, voilà, je tiens à dire que Artora a 2 ans, donc je vais parler de ma petite expérience. Voilà, je n'ai pas du tout la prétention de tout savoir sur tous ces sujets. Au contraire, mais bon, si j'ai bien compris, c'est justement ça le but, de parler à quelqu'un qui était nul en réseaux Exactement. sociaux et qui a quand même réussi à s'en sortir. Donc, on va essayer de voir ça aujourd'hui. Donc, Artora, comme je disais, a été créé en 2018. On est 3 associés, donc c'est pas une association, hein, c'est une SAS, c'est une Ouais, entreprise. C'est pas grave, mais voilà, pour le préciser. ouais. Dès le début d'Artora, on a eu vraiment pour ambition donc, de partager la culture, comme tu le disais, avec le plus grand nombre. Et la première mission qui a été la nôtre, ça a été de faire entrer en fait l'histoire de l'art en EHPAD, dans les résidences seniors, donc auprès d'un public qui a plus forcément accès ou la possibilité tout simplement physique de se déplacer à l'extérieur pour justement aller dans des musées, dans des galeries, enfin continuer cette vie culturelle qu'ils avaient peut-être auparavant. Donc ça a été l'idée de base d'Artora qui a fondé toute l'entreprise. Alors, cette idée, c'est mon associé qui s'appelle Anna Sayar qui l'a eue. Je tiens à lui rendre cette idée, voilà. Et c'est une idée auquel elle a pensé en fait alors qu'elle était donc encore étudiante. D'ailleurs, elle est toujours étudiante aujourd'hui. Alors qu'elle travaillait pour la junior entreprise de l'école du Louvre, donc qui était l'école où on faisait nos études. Donc une junior entreprise, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais voilà, c'est une entreprise étudiante associative où on va fonctionner comme une vraie entreprise. Et le but, c'est d'avoir des expériences professionnelles. Et donc, elle leur a proposé ce projet d'échange avec des seniors, mais ils n'ont pas forcément été très réactifs ou très intéressés. C'est vrai que
On a parfois parfois on regarde un peu de haut tout ce qui touche aux personnes âgées, où on a du mal à voir voilà, les possibilités et tout l'intérêt en fait que ça porte. Et donc, elle ne s'est pas laissée abattre comme tout bon entrepreneur, et elle s'est dit qu'elle allait monter le projet toute seule. Et donc, voilà, elle a trouvé un autre associé, donc, qui est Alexandre Lib, et ensemble, ils ont vraiment mis en place le projet. Comme ils étaient tous les deux encore étudiants, il a fallu trouver une troisième personne, et c'est là que moi, j'arrive dans cette histoire, puisque moi, j'avais terminé mes études et que j'allais pouvoir porter le projet en fait, au quotidien et le faire vivre. Voilà, je ne sais plus quelle était ta question. Nos missions. Ouais, voilà, les missions, les actions. Donc voilà, on a commencé vraiment avec les conférences en EHPAD, mais j'imagine qu'on en reparlera. Et puis, donc on essaie aussi de diversifier notre activité. On travaille donc aussi avec des entreprises pour lesquelles on va avoir une activité peut-être plus classique, puisqu'on va organiser tout ce qui est des conférences sur l'histoire de l'art ou des visites d'exposition. Et puis récemment, on en reparlera, et porté un peu par ces réseaux sociaux, on s'est mis à organiser des visites pour les particuliers, donc des visites guidées dans Paris, déjà pour commencer. Voilà. Ok. Et donc depuis là, ces deux ans, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il y a eu des échecs, des réussites, des choses qui ont fait que ça a un petit peu boosté votre vision, votre projet? Alors, quelques réussites, heureusement, parce que sinon, ce serait compliqué d'en vivre. Non, nous, on a eu de la chance. C'est vrai que le projet EHPAD, directement, il a vraiment très, très bien fonctionné. Je pense qu'on remplissait vraiment un trou, en fait. Voilà, il y avait vraiment une place pour nous dans cet écosystème de l'animation en EHPAD. Et dès qu'on a commencé à prospecter, en fait, on a eu nos premiers clients. Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que notre projet en EHPAD, c'est aussi un projet qui est intergénérationnel, donc ça, c'est très important. Donc, pour le résumer, en fait, on va envoyer des étudiants en histoire de l'art principalement dans des EHPAD pour donner des conférences sur leur spécialité, donc à savoir l'histoire de l'art. On a aussi des étudiants en histoire ou en littérature. Donc à chaque fois, ce sont des jeunes adultes qui sont quand même spécialisés dans leur domaine et qui vont venir parler aux personnes âgées de leur passion. Et le but, c'est pas uniquement de faire une conférence, je veux dire, un peu figée, où on a voilà, exactement. On a une personne qui détient le savoir et qui le délivre. Au contraire, puisque évidemment, voilà, ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. En face, on a des gens qui ont 80, 90, parfois 100 ans. Donc, ils ont aussi beaucoup de choses à leur apprendre. Et évidemment, tout l'intérêt de ces animations, c'est qu'il y ait au contraire un échange et un retour entre ces différentes personnes, évidemment. D'accord, et donc vous avez vraiment senti un attrait particulier des personnes âgées dans les EHPAD pour En fait, oui, ce- c'est vrai que tu me disais comment s'était passé ces 2 dernières années. Bon, c'est vrai que l'entreprise a été créée en avril, et dès avril, en fait, on a eu nos premières missions. Donc, ça a commencé assez rapidement. La prospection marchait quand même très bien. Et puis ensuite, on est allé par étapes. Moi, je vois un peu la construction d'Artora, de toute entreprise d'ailleurs, comme je fais un peu un jeu de Lego où voilà, on pose un peu les bases, on vient ensuite mettre ces petites briques les unes au-dessus des autres. Nous, le grand enjeu pour nous, en fait, à la base, c'était vraiment d'avoir du contenu, en fait, donc d'écrire toutes ces conférences. Donc le premier été a été assez sportif, puisque on donnait les conférences nous-mêmes, donc tous les trois, et en même temps, on devait toutes les écrire. Donc ça a été un gros travail d'écriture de contenu. Et puis après, voilà, à la rentrée, on a eu nos premiers intervenants extérieurs. Ça, c'était un deuxième enjeu, voilà, voir si les étudiants se prêtaient au jeu, s'ils avaient aussi envie de participer à cette aventure-là. Et ça aussi, ça a bien fonctionné. Donc voilà. Okay. Est-ce que tu aurais deux exemples, je sais pas, de conférences que vous avez organisées, les thématiques sur lesquelles ça porte? Oui,
Maintenant, on a un catalogue de 200 conférences, donc D'accord, je peux en trouver 2. il y a de quoi faire. Oui, oui. Bah, on organise des conférences donc, enfin, sur toute l'histoire de l'art. Donc, ça peut aller de la Mésopotamie, de la Rome antique. On peut parler des cathédrales gothiques. On peut parler du 19e siècle. Voilà. Enfin, on peut parler Ok, vraiment de tous les sujets d'art ouais, contemporain, même. Il n'y a pas de limite, quoi. ok, super. Et alors, on parlait du Covid, hein, forcément, et quel impact ça a eu sur votre activité? Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous sentez vous avez essayé de rebondir après par la situation, vous sentez un nouveau souffle ou comment ça s'est passé pour vous? Bah alors, bah, enfin, comme tu le disais au début, hein, évidemment, comme pour nous, comme pour tout le monde, ça a été très compliqué. Enfin, voilà, du jour au lendemain, toutes nos missions se sont annulées, que ce soit les missions qu'on avait en EHPAD ou pour les entreprises, hein, évidemment, puisque les musées sont fermés. Donc, voilà, on s'est retrouvés un peu démunis. Voilà, on a eu quelques jours de flottement où on se demandait un peu ce qu'on allait faire, ce qu'on allait devenir. Et puis assez rapidement, bon, ben voilà, on s'est dit il faut qu'on utilise les outils du numérique pour pouvoir continuer notre activité en EHPAD. Donc on s'est mis à filmer nos conférences et à les monter. Donc ça, c'est des films qu'on a vendus à quelques EHPAD. Seulement le problème en EHPAD, c'était que le confinement était en chambre et individuel et les EHPAD n'ont pas encore tous en fait du matériel pour fournir à chaque résident voilà, la possibilité de regarder ce type de conférence. Mais donc voilà, en tout cas, on a essayé de réagir comme ça, de proposer des visioconférences. Donc je pense que voilà, le matériel à disposition en EHPAD n'est pas encore suffisant pour que ça fonctionne parfaitement, mais en tout cas, on a eu cette volonté-là. Et puis, bon, on a travaillé sur les réseaux sociaux, mais ça, j'imagine qu'on va en parler ensuite. Ouais, juste après. Et puis bah, là, maintenant, aujourd'hui, au niveau de l'activité, c'est en train de reprendre. Heureusement. Nous, on était un peu plus pessimiste que ça, donc franchement, on est plutôt content. En juin, on a dû organiser une quinzaine de conférences et on espère retrouver notre niveau normal en août, donc autour de 65-70 conférences qu'on faisait avant. Donc voilà, on espère que ce sera comme ça. Ok, on espère aussi pour vous. Merci. Donc alors oui, plus concrètement et dans la thématique, qu'est-ce qui vous a vous décidé à vous lancer sur les réseaux sociaux et après bah, peut-être nous parler, je ne sais pas si au début, quand vous êtes lancé, vous n'aviez pas du tout de réseaux sociaux et pourquoi tout d'un coup il a fallu se mettre sur les réseaux et quel réseau vous avez choisi parmi d'autres, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Bah, ce qui nous a, enfin, oui, clairement, la décision de se lancer, ça a été justement la Covid et puis le fait que de toute façon, on n'avait plus d'activité. Voilà, on réfléchissait à bah, poursuivre notre activité, à montrer ce qu'on faisait en fait, mais d'une autre manière. Et on s'est dit que voilà, aujourd'hui, on pouvait profiter de cette grande opportunité qui était offerte par les réseaux sociaux pour justement se faire connaître peut-être par un public plus large et surtout voilà, pour continuer en fait à montrer tout simplement notre savoir-faire et comment est-ce qu'on fonctionnait. Alors, on avait déjà des réseaux sociaux avant, hein, mais qui étaient assez peu entretenus et puis qui plafonnaient à, je sais pas moi, on devait avoir 400 abonnés sur Instagram, 200 sur Facebook. Enfin voilà, c'était pas du tout une priorité pour nous. Ouais, ouais. Et puis je dirais même qu'à titre personnel, tous les trois, on n'utilise pas du tout les réseaux sociaux. Enfin, on est voilà, sur Facebook et sur Instagram, mais on n'est pas du tout, voilà, on n'est pas du tout des gens actifs et pas du tout des gens connaisseurs. Donc voilà, ça prouve que tout le monde peut y arriver. Et puis, quel réseau est-ce qu'on utilise? Alors, on est, pardon, on est en réalité sur donc, Facebook, Instagram, LinkedIn. On est aussi sur Twitter et sur YouTube. Mais bon, enfin, YouTube, on s'en sert plus comme une plateforme pour stocker nos vidéos, honnêtement. Et puis Twitter, on n'a pas le temps en fait de le développer plus que ça. Donc nous, on se concentre vraiment sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et je dirais encore plus sur Instagram, qui est pour nous le réseau le plus important et celui aussi où on a le plus de followers. Ouais, justement, c'était aussi quel réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont vraiment une particularité différente ou alors on partage le même contenu
sur ces réseaux-là, quand on voit aujourd'hui maintenant qu'il y a LinkedIn qui s'est mis aux stories, on se dit, bon, bah, Ouais. quelle est vraiment la différence entre les trois et est-ce que c'est une communication qui est différente ou pas? Bon, encore une fois, je pense que pour répondre très bien à cette question, il faudrait la poser à un expert ou à une experte. Moi, ce que je peux te dire, c'est que, enfin, oui, il y a encore des différences entre ces réseaux. Nous, on le ressent. Sur LinkedIn, bon, voilà, j'apprends rien, c'est un réseau professionnel et nous, on va Ouais. l'utiliser comme tel. Vraiment, c'est plus pour faire du business en B2B que pour aller parler à des particuliers. LinkedIn, c'est pas hyper utile pour ça. Et puis, pour ce qui est de Facebook et Instagram, bah, c'est deux réseaux qui deviennent de plus en plus intergénérationnels. Sur Facebook, surtout, il y a quand même des gens maintenant qui ont un peu tous les âges. Donc, ça, c'est intéressant pour nous, puisqu'on ne vise pas particulièrement un public jeune. Enfin, voilà, on s'intéresse à tous les âges, ça n'a pas d'importance. Instagram, ça reste quand même un peu plus jeune. J'ai lu que 70% des utilisateurs quand même avaient entre 18 et 35 ans. Donc, c'est pas exactement la même façon de leur parler. Et puis pour nous, Instagram, c'est aussi plus intéressant parce que c'est un réseau qui est autour du visuel. Et puis évidemment, bah, tout ce qu'on propose, c'est évidemment de l'art, donc c'est autour de l'image. Alors après, un expert en communication te dirait qu'il ne faut pas poster, je pense, la même chose sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Bon, nous, voilà, on est trois, on ne peut pas passer tout notre temps sur les réseaux sociaux. Donc, si nous, on poste de fait à peu près les mêmes contenus, par contre, on va l'introduire un peu différemment. Euh, donc, sur LinkedIn, on va plus mettre l'accent sur, et ben, je sais pas, profiter de cette activité pour réunir vos équipes, pour faire plaisir à vos collaborateurs. Donc, voilà, être vraiment plutôt dans du B2B. Alors que sur Instagram et sur Facebook, bah, on peut avoir une communication qui est peut-être un peu plus, enfin, qui est complètement dirigée vers les particuliers, et puis un peu moins formelle, voilà, un peu Le plus, plus grand public. voilà, un peu plus grand public, Mm, un peu plus détendu, voilà, on va dire. mm. Et est-ce qu'il y a un réseau qui fonctionne un peu plus que les autres, Bah, selon pour toi, enfin, nous, selon l'expérience? clairement, c'est Instagram. C'est Instagram, malgré que ce Euh, soit une cible un peu plus jeune, quoi. Malgré que ce soit une cible un peu plus jeune, euh, voilà, enfin, encore une fois, hein, c'est un réseau visuel. Nous, tout ce qu'on vend, c'est de l'image, donc évidemment que ça fonctionne plus. Euh, sur Facebook, voilà, on a eu moins de likes, pour dire la vérité, mais bon, ça fonctionne aussi. Voilà. Ok. Et alors justement, tu parlais que vous êtes trois et que vous n'êtes pas des experts. Alors comment en interne vous vous organisez, vous, pour produire ces contenus, pour garder un rythme de community management, en fait? Est-ce que vous avez été un peu accompagné par des experts ou vous connaissez quelqu'un qui a pu vous aider au début ou alors vous avez Non. vraiment dépatouillé tous les trois, tout seuls Ouais, on s'est un peu lancé comme ça, comme on l'a d'ailleurs toujours un peu fait. On est très spontané chez Artora. Donc vous faites tous Euh, les trois, vous gérez tous les trois les réseaux sociaux. oui, enfin surtout, enfin, pour ce qui est du contenu, c'est beaucoup moi et Anna. Après, bah, j'ai pas expliqué ce qu'on proposait, mais donc pendant tout le confinement, en fait, tous les jours, on a proposé une vidéo de 3 minutes sur l'histoire de l'art, qu'on appelait de façon très originale les 3 minutes d'art. Et ces vidéos, bon, on en a réalisé un certain nombre nous-mêmes, hein, bien sûr, mais il y a aussi des étudiants qui ont été mis à contribution. Euh, Parce que vraiment, notre objectif aussi avec ces vidéos, c'était de montrer un peu le savoir-faire de chacun. On a la chance de travailler avec des étudiants qui sont hyper talentueux et qui ont vraiment des passions qui sont super diverses. Et on s'est dit que c'était l'occasion justement bah, de faire découvrir ça. Et ça nous a permis de traiter des sujets super différents. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné. Enfin, il y a un jour, on parlait de peinture aborigène. Le lendemain, on parlait du cinéma de Stanley Kubrick. Ensuite, je sais pas moi, du photographe malien Malik Sidibé, de Jean-Michel Basquiat. Enfin, voilà, on est vraiment ouvert à n'importe quelle forme de culture et n'importe quelle provenance Forme de... géographique. Et je pense que c'est ça qui a plu. Alors après, on s'est lancé, enfin, l'idée, en fait, elle est venue, enfin, j'écoutais la radio, en fait, à ce moment-là, du Covid, comme beaucoup de gens, et j'entendais qu'il y avait pas mal d'initiatives, notamment de petits
festival numérique. Et moi, j'ai eu envie de faire ça en fait avec l'histoire de l'art. Je me suis dit, voilà, ça peut complètement fonctionner. Et vu qu'on avait essayé de filmer nos conférences pour les vendre en EHPAD, j'avais été obligée d'apprendre à monter des vidéos. Donc, je me suis servie en fait de cette nouvelle compétence pour voilà, monter toutes les petites vidéos et les publier. Donc, on en publiait une par jour. C'était un gros travail, clairement. J'imagine. Et un travail qui nous prenait vraiment tout notre temps et même plus. Donc voilà, donc tout ça, on l'a fait vraiment en interne avec l'aide de nos étudiants qui écrivaient le contenu et qui enregistraient. Et puis après, nous, on montait. Et puis là, aujourd'hui, vu qu'il faut continuer à animer un peu cette communauté et qu'il faut aussi continuer à développer l'entreprise et à travailler normalement, quoi, on travaille maintenant avec une stagiaire en communication qui va vraiment voilà, gérer les réseaux sociaux un peu au quotidien. Donc ça, c'est une grande aide pour nous. Ouais. Ok. Parce que moi, j'avais une question sur combien de temps ça vous prenait, mais bon, c'est un peu biaisé parce que comme vous êtes vraiment focalisé pendant cette période vraiment juste sur les réseaux sociaux, c'est peut-être difficile de mesurer À combien l'époque, de temps ça prend voilà, à cette l'époque, c'est gestion, sûr quoi. que c'était genre dans le cadre du Covid, on n'aurait jamais pu passer autant de temps à faire ça que si c'était pas passé ça, évidemment. Mais après, maintenant que la situation est un peu revenue à la normale, qu'on publie plus que 2 vidéos par semaine, plus des stories, plus plein de petites autres choses, mais voilà. Moi, je pense que ça me prend peut-être 1 heure par week-end de faire ça, et puis voilà, de la relecture de contenu, donc peut-être une demi-journée par semaine, c'est pas rien quand même. Et par contre, ça prend, c'est le travail de la stagiaire Charlotte, à temps plein. Donc voilà, Ouais. c'est quand même un Ok. investissement en temps qui est important. Oui, bah, c'est sûr qu'on ne s'en rend pas forcément compte comme ça, mais ça prend beaucoup de temps quand on Mais veut faire on pense du toujours que contenu. poster une petite story, enfin moi, ce que je pensais avant, voilà, je vais le faire en 5 minutes, mais non, en fait, c'est beaucoup plus chronophage que ça, quoi. Ouais, Ouais. c'est clair. Et donc, on peut peut-être revenir un peu sur justement ce contenu qui est quand même un but pédagogique finalement, où vous expliquez chaque jour un peu ces histoires d'œuvres d'art, d'histoire de l'art, etc. Pourquoi, pourquoi ce choix tous les jours comment vous avez fait le choix aussi de choisir ce contenu-là? Vraiment, encore une fois, hein, nous, il y avait l'objectif vraiment de mettre en scène, je sais pas, de mettre en avant plutôt notre savoir-faire et puis ce qu'on fait au quotidien. De mettre aussi en avant les étudiants avec lesquels on travaille. Pour nous, c'était vraiment super important. Donc, c'était surtout pour ça. Et puis, ça poursuit tout simplement la mission d'Artera, qui a toujours été celle de partager l'art, de partager la culture au plus grand nombre. Pour nous, c'était une immense chance parce que d'un seul coup, on allait pouvoir toucher un public beaucoup plus large excuse-moi, que les gens avec lesquels on a l'habitude de travailler. Et ça nous permettait de travailler sur notre image de marque, ce qui est hyper important. En fait, on n'avait jamais vraiment travaillé là-dessus. Là, maintenant, c'est plus facile de nous identifier. Et puis, surtout, quand on va avoir un partenaire, on peut lui montrer ça, lui dire voilà ce qu'on sait faire, voilà comment ça marche. Et ça, c'est une super belle carte de visite pour nous, en fait. Sans aucun Et doute. donc, vous allez continuer à le faire après, quand vous allez retrouver une activité normale, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez garder Ah oui, et qui a complètement. fonctionné? Complètement. On veut complètement continuer à le faire. Alors, évidemment, là, de toute façon, après la fin du confinement, on s'est calmé, hein, parce que, voilà, encore une fois, une vidéo par jour, c'était pas possible. En plus, en parallèle de ça, on faisait aussi des lives sur Facebook, des conférences en live, enfin, bref, donc là, c'était pas possible de continuer à ce rythme-là. Mais oui, on veut continuer à publier 2 ou 1 vidéo par semaine. On va voir aussi un peu comment on tient le rythme et ce qui est possible. Et puis, surtout, maintenant cette petite communauté qu'on a créée, surtout sur Insta, le but, ça va être de pouvoir les rencontrer dans la vie réelle et on se sert de cette base-là pour développer une nouvelle activité, donc cette nouvelle activité de visite guidée dans Paris.
Et donc, on Qu'est-ce essaie que de... c'est ça exactement? Est-ce que tu peux nous en parler un peu Ouais, bah alors, par idée? donc autant auparavant, on travaillait beaucoup avec des étudiants, autant là, on fait le choix de travailler avec des guides conférenciers, donc des personnes diplômés qui possèdent la carte donc, de guide conférencier et qui ont développé un certain nombre de parcours dans Paris. Alors, il y a pas mal d'agences qui proposent des visites guidées dans Paris. Nous, on essaye de se démarquer un peu en proposant des visites pour tout le monde, mais qui vont peut-être plus parler aux Parisiens pour un peu redécouvrir leur ville. Et puis des visites qui soient aussi assez engagées, inclusives, etc. Donc, on va proposer des visites du Paris LGBT, par exemple, des visites des femmes célèbres du Père-Lachaise. Après, toujours dans cet esprit de redécouverte de Paris, des quartiers un peu plus méconnus, comme le quartier de la Moussaïa, dans le 19e arrondissement. Voilà, on essaye de parler justement aux Parisiens qui ont passé un certain temps dans cette ville pendant le confinement et qui ont peut-être envie de la voir aussi sous un autre jour. Autrement. Ok. Exactement. Et les lives, là, les conférences en live, c'est quoi exactement et sur quelle temporalité? Bah, ça, c'est un peu une opportunité qu'on a eue aussi au moment du confinement. On a été contacté par un gros groupe sur Facebook qui s'appelle Wanted, Wanted Community Paris. Mm. Donc c'est un groupe où il doit y avoir, je sais pas, 500 000 membres, quelque chose comme ça. Et en fait, ils cherchaient eux aussi à animer leur communauté et donc à proposer tout un tas d'activités. Alors, il y avait évidemment pas que nous, il y avait du sport, il y avait de la cuisine, etc. Et ils voulaient voilà, avoir une petite touche culturelle voilà, dans ce programme d'activité. Et donc, tous les jours, pareil, ça a duré quelques semaines. Après, on a un peu ralenti aussi la cadence parce que c'était trop difficile à suivre pour nous. Mais donc, tous les jours, on proposait des petites conférences de 15-20 minutes à chaque fois sur un sujet différent. Alors, pour le coup, on se basait pas mal quand même sur les conférences qu'on a déjà écrites. Mais c'était un exercice intéressant parce que, bon, à la fois, c'est en direct, donc évidemment, il ne faut pas, faut pas dire n'importe quoi, il faut pas trop se tromper. Et puis surtout, c'est un groupe énorme, quoi, 500 000 personnes. Alors évidemment, 500 000 personnes ne suivaient pas nos conférences, évidemment, mais ça permet de toucher en fait, enfin voilà, des gens qui ne seraient jamais arrêtés en fait sur des conférences d'histoire de l'art sinon. Et ça a bien plu aussi, donc c'était sympa. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'en termes de visibilité, c'est quand même important, quoi. C'est une Ah belle oui, oui, bah, opportunité. C'est c'était une une belle belle opportunité. opportunité, ouais, clairement. C'est sympa de partager un peu les réseaux Oui. sur les réseaux. Bah, il y a beaucoup de... Enfin, ça, c'est quand même le grand avantage des réseaux sociaux, c'est que, bah, numéro un, on peut parler avec tout le monde, et numéro deux, on peut rentrer en lien facilement et monter des projets aussi après, des vrais projets qui vont pouvoir rapporter de l'argent, parce que c'est quand même, il y a quand même ce but-là à la fin. Et d'ailleurs, grâce aux conférences qu'on a pu faire sur Facebook, on a rencontré une femme qui organise des expos photos dans Paris auprès des entreprises et qui avait besoin de médiateurs et de donner des conférences sur l'histoire de la photographie. Et donc, on va travailler avec elle maintenant et c'est un super beau partenariat. Donc, voilà, ça ouvre vraiment des portes. Et en termes de mesures d'impact, est-ce que vous avez fait un peu une mesure justement des réseaux sociaux, enfin, les retombées, est-ce que ça vous a apporté les formats qui fonctionnent bien auprès du public? Bah, alors, oui, après encore une fois, nous on n'est pas des experts, donc moi on se sert des outils en fait à notre disposition sur Facebook et Instagram, mais en réalité ils sont très bien faits, donc il faut vraiment les utiliser. C'est des outils qui vont permettre de voir voilà, quelle publication a le mieux fonctionné, parce que souvent on voit simplement le nombre de vues sur les vidéos. Mais le nombre de vues, ça peut être quelqu'un qui regarde la vidéo pendant 2 secondes, en fait. Et ce qui est important, c'est de voir bah, voilà, à quel point les gens sont restés, à quel point ils ont commencé à regarder, ils sont restés jusqu'à la fin. Le nombre de likes aussi, c'est important. Et donc, ça nous permet, nous, d'affiner notre contenu, de nous rendre compte de ce qui plaît plus et de ce qui plaît un peu moins, et donc de proposer des choses, évidemment, qui soient le plus pertinentes possible. Donc, vraiment utiliser ces outils. Et sur Instagram, tu as aussi ces statistiques-là? Oui, alors après, je sais pas comment. Enfin, nous, on a un compte pro, donc oui, D'accord. là, on a accès à ces statistiques-là. Après, pour les comptes perso, je sais pas. Mais voilà. Moi, je pense pas.
Et alors, pour la suite, est-ce que vous avez une stratégie spécifique sur ces réseaux sociaux, une stratégie de communication pour vous développer davantage et aller chercher encore plus de public? Écoute, oui. On essaye d'en avoir une en tout cas. Là, récemment, on s'est mis au monde merveilleux de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est à la fois impressionnant et effrayant en même temps. Voilà, la publicité sur Facebook, c'est hyper ciblé, donc ça permet vraiment d'aller chercher des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, en tout cas les intérêts qu'on vise, c'est-à-dire de l'art, du tourisme culturel, etc. Donc avec ces publicités, Facebook c'est vraiment un outil qui est très bien fait, pas de secret. Ils permettent en fait de faire par exemple plusieurs publicités qui disent à peu près la même chose mais avec des visuels différents, donc comme ça permet de voir les visuels qui fonctionnent le mieux. Pareil, de faire des publicités avec du texte un peu différent, et donc vraiment nous là ce qu'on fait en ce moment c'est du test et de l'analyse en fait de résultats, de voir ce qui peut le mieux fonctionner et ce qui saoule les gens, ce qui va pas les saouler, ce qui va les intéresser, à quoi ils sont réactifs, etc., etc. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ce genre Pour développer son business, surtout si on veut travailler avec des particuliers, enfin, c'est juste essentiel de faire ça. Et nous, on n'est qu'au début de notre apprentissage de la publicité sur les réseaux sociaux, et c'est quelque chose d'infini, et ça offre vraiment plein de possibilités. Ouais. Et si on conclut un peu sur la partie conseil, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, nous on accompagne des entrepreneurs, on a d'autres entrepreneurs aussi qui nous écoutent et qui se posent, je pense, ce genre de questions, parce que parfois ça peut faire un petit peu peur, toute cette question des réseaux sociaux. Quel conseil, toi, tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui souhaitent se lancer dans ce vaste monde? Et peut-être un conseil que toi, tu n'as pas eu ou qui t'aurait bien aidé au début, ou je sais pas. Des conseils en général, encore une fois, je parle de ma petite expérience. Nous, ce qui a bien fonctionné chez Artora, honnêtement, c'est toujours d'être beaucoup dans la spontanéité et en fait de faire les choses plutôt que de trop y penser et d'agir en fait. Alors évidemment, il faut réfléchir un petit peu avant, hein, bien sûr, mais faut peut-être pas. Enfin, je pense que quand on est entrepreneur, il ne faut pas non plus se poser 36 000 questions. Il faut aussi foncer et y aller. D'ailleurs, une des choses qu'on a faites qui a le moins fonctionné, c'était, voilà, on avait un projet qui n'est pas enterré d'ailleurs, hein, mais travailler avec des lycées, etc. On avait passé un temps fou à faire toutes les plaquettes de communication, à élaborer tous les programmes. Enfin voilà, on était à fond. Et puis finalement, ça n'a pas fonctionné au niveau de la prospection. Donc, on a perdu énormément de temps. Alors que si on avait été un peu plus dans l'action directement, on se serait rendu compte que le projet ne fonctionnait pas, en tout cas comme ça. Donc ça, c'est un premier conseil. Un deuxième conseil, c'est de bien connaître son produit. Ça, je pense que c'est essentiel. Alors, nous, c'est facile, entre guillemets, parce on est conférencier, donc c'est notre travail de faire ça. Mais néanmoins, maintenant, des conférences, on n'en fait plus beaucoup, mais c'est hyper important d'être allé au contact du public, de savoir ce qui les intéresse, de savoir écrire une conférence, de savoir la relire, maîtriser son produit de A à Z et être bien conscient de tout ça, je pense que c'est vraiment central. Savoir s'entourer. Nous, on a eu la chance de recruter des super stagiaires et vraiment des gens de grande qualité, et sans eux, on n'aurait pas pu avancer comme ça. Donc savoir s'entourer, pas se louper dans son recrutement, je pense que c'est hyper important. Et puis, je sais pas, tu me demandais un conseil que j'aurais aimé avoir. Oui. Plein, certainement. Mais faites attention à la propriété intellectuelle. Alors ça, c'est un détail, mais faites attention, en fait, surtout si vous créez des sites internet, aux images que vous prenez. Ne prenez pas des images au hasard sur Google, utilisez des banques d'images, payez des images, parce que ça peut coûter cher. On en a fait les frais, et ça, c'est vraiment une erreur de débutant un peu bête. Et voilà, c'est stupide de perdre de l'argent pour ça, quoi. Voilà. Okay, c'est bon à savoir. Et j'avais une question un peu, est-ce que vous avez eu des flops, entre guillemets,
sur vos posts ou sur vos réseaux des choses qui n'ont vraiment pas fonctionné et peut-être de donner un conseil de ce qui ne fonctionne pas justement. Des choses Ou qui ont pas, hein. vraiment pas fonctionné. Après, il y a des choses qui fonctionnent très très moyennement, mais j'ai pas un truc qui aurait vraiment pas du tout fonctionné. Non, je vois pas trop. Après là, en ce moment, vu on a lancé un peu de la pub pour nos visites guidées, on se rend compte qu'il faut vraiment modérer la publicité. Donc voilà, c'est une autre chose à prendre en compte. Quand on lance de la publicité, on va toucher des gens voilà, qui sont bien en dehors de notre communauté. Bon, c'est le Du but, réseau, ouais. évidemment. Pour donner un exemple, nous, on fait juste des publicités toutes mignonnes, redécouvrez Paris, enfin voilà, il y a rien Et on a quand même des gens qui viennent commenter nos publications avec des choses qui vont être racistes, qui vont être des Oui, de choses. toute façon, là, les Voilà. haters, il y en a Donc, de partout. bon, ça, c'est voilà, un truc à faire, auquel il faut faire Être attention. vigilant, quoi. Et puis, ça prend du temps, encore une fois, de modérer un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Ok, alors on a une question du public. Bonjour, proposez-vous des offres pour les particuliers, personnes âgées habitant encore chez elles mais ne pouvant plus se déplacer, comme des packs visites guidées en ligne ou la possibilité de participer en visio ou à une visite guidée organisée? Alors, nous, on ne le fait pas pour l'instant. On aimerait beaucoup, beaucoup le faire. Après, ça demande La ressource. la ressource et surtout participer à une visite guidée en live. Ça demande un certain matériel. Voilà, enfin, ça demande à y réfléchir en fait. Mais c'est une très bonne idée et on aimerait pourquoi pas proposer ça, bien sûr. Alors avant de terminer, je vais accueillir Philippe. Philippe, si tu m'entends, prépare-toi, tu vas passer en live. C'est un de nos porteurs de projet qu'on accompagne. Donc, je vais te laisser te présenter, Philippe, et enlever le micro, enlever le mute, sinon on ne t'entendra pas. Rebonjour et bienvenue en live. Je te laisse présenter ton projet et si tu avais une petite question ou un petit retour pour Laura, c'est ton moment. Oui, merci Anaïs. Merci Laura. Effectivement, j'ai pas mal de questions parce que j'interviens aussi dans les maisons de retraite et du coup, ça m'intéresse d'échanger avec toi en live et peut-être même après d'ailleurs, parce que je pense qu'on a des choses intéressantes. En tout cas, Sûr. bravo pour ton projet. Merci. Super intéressant. Et donc, moi, j'ai plutôt une carrière, je n'ai pas parlé de ça très longtemps, mais j'ai une carrière de banquier, notamment en Europe de l'Est et en Afrique. Et puis, je suis rentré en fait en France pour des raisons personnelles et ça va, je pense, expliquer aussi un peu la suite de mon histoire. Donc, je suis rentré fin 2019 pour m'occuper de mes deux parents qui avaient en même temps des problèmes de santé assez graves. Et en fait, dans la foulée, j'avais ce projet en tête depuis longtemps, mais j'ai créé une entreprise qui s'appelle Les Carottes Sauvages. Et les carottes sauvages, ça a créé des jardins potagers dans les maisons de retraite. Et ensuite, j'anime des ateliers thérapeutiques et pédagogiques pour les résidents. Et évidemment, je propose aussi un entretien régulier pour que le jardin continue à être beau. Ouais. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu beau, mais aussi productif, avec des techniques un peu inspirées de la permaculture, voilà, en mélangeant des légumes, en mettant des fleurs et des légumes. Voilà, l'idée, c'est de faire un espace un peu de biodiversité. Et ensuite, donc des ateliers. Alors, j'en ai animé déjà 6. Donc pour l'instant, c'est des petits groupes parce que les maisons de retraite ont un peu peur encore du virus. Ouais. Du coup, c'est des groupes de 2. Donc là, ça s'est un peu élargi la semaine dernière à 5. Voilà, et j'ai fait mon premier atelier aussi la semaine dernière dans l'unité protégée d'un EHPAD près de chez moi. C'est vraiment très beau parce que c'est des gens qui ont peut-être que tu connais, hein, Laura, qui ont des problèmes cognitifs majeurs, en fait, très forts. Ouais. Du coup, voilà, on a fait des choses toutes simples, mais j'ai été cueillir avant de la verveine, de la menthe et du basilic dans le jardin. Et donc, du coup, on a senti ces 3 plantes aromatiques et on a échangé autour de ça. Donc, ça a réveillé plein de souvenirs. Et moi, ça m'a vraiment touché. Et là, c'est une petite anecdote, hein, mais il y a une femme très âgée qui parlait presque pas. Et quand je lui ai montré la fleur de capucine que j'avais cueillie aussi dans le jardin,
Elle a dit ah bah ça, c'est une capucine. Voilà, mais rien que ça, en fait, moi, ça m'a donné. Ça, moi, j'en ai pas, enfin, on n'a pas du tout parlé là, mais enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Nous, quand on fait nos conférences, c'est vrai que c'est pareil. Enfin, ça réveille plein de souvenirs et enfin, c'est hyper gratifiant et c'est hyper beau de voir ça en fait. Enfin, moi, pareil, je me souviens d'une dame à qui on parlait de l'Opéra de Paris. Ouais, elle finit par me dire à la fin que c'est une ancienne danseuse classique. Elle était émue aux larmes. Enfin, c'est vraiment des moments d'échange qui sont incroyables et qu'on peut vivre Ce comme serait ça. fort, ouais. Ouais. Et je me fais accompagner en fait par le psychologue et le psychomotricien de l'EHPAD Ouais. avec qui on anime cet atelier. Voilà un autre exemple d'atelier que j'ai fait avec les résidents, on va dire, de l'EHPAD, enfin pas dans l'UP. On a fait un thé à la menthe et une infusion verveine du jardin, et puis on plante aussi assez régulièrement des graines dans des pots. Voilà, et après, l'idée, c'est de les remettre dans le jardin. Ok. Non, mais c'est un super projet, c'est génial. Voilà. Donc, juste encore, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, mais c'est vrai que ce projet plaît pas mal. Mais du coup, après, j'aurais des questions parce que du coup, là, je suis peut-être, comme je disais, un peu en off avant que ça démarre, en train de signer mon troisième client. Et j'ai bien. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. Je fais à la fois le site web, Ouais, le commercial, le jardinier avec je mes vois moches, très bien. la Le community finance, manager. tout ça. Et donc là, je suis très content d'avoir mon troisième client. Bon, pas encore signé, mais peut-être à la fin du mois de juillet. En tout cas, je vais saturer. Je ne vais pas avoir plus de temps. Donc j'aurai besoin de recruter. Donc peut-être pas des étudiants, mais pourquoi pas. En tout cas, pas en histoire de l'art, mais plutôt des jardiniers. Voilà. Et encore peut-être qu'il y en a qui savent faire du jardinage. Ah, mais Euh, j'espère, je ne sais pas. voilà. Voilà mon projet. Donc, et du coup, maintenant, plus j'avance, plus je suis content d'avoir finalement pas quitté la banque, mais d'avoir choisi cette trajectoire. Ouais. Et ça m'apporte beaucoup. Et du coup, c'est aussi pour moi une manière de peut-être de prendre soin aussi. Voilà, c'est la minute un peu de nostalgie de mon père, donc il est toujours en EHPAD, hein, mais pour moi, c'est un lieu qui est pas. C'est un lieu qui est un peu triste. Et du coup, voilà, c'est l'occasion de remettre de la vie, de toucher la terre et de retrouver un peu du sens à ce qu'on fait. Ouais, enfin, ouais, je suis totalement d'accord. Enfin, voilà, nous, le projet EHPAD, il reste vraiment au cœur de notre activité. Et, Mm. je pense qu'on fait toujours ça pour des raisons personnelles au début. Et puis ensuite, on se rend compte que ces EHPAD, c'est des lieux de vie, c'est des lieux où les gens, ils évoluent. Et c'est pas parce qu'on a 80 ans, 90 ans que on est au banc de la société. Non, enfin, on doit encore participer à cette société, on doit pleinement, et on leur doit aussi de venir vers eux, en fait. Pour nous, c'est vraiment central, et je pense que d'autant plus avec ce qui s'est passé pendant le Covid, euh, qui a été une privation de liberté, en fait, hein, Ouais. concrètement. Enfin, voilà, ça nous donne encore plus envie de nous engager pour cette cause qui est tellement importante, en fait. Le bien vieillir et préparer, en fait, aussi la façon dont nous, on a envie de vieillir. Enfin, c'est Mm. central, quoi. Oui, c'est vrai que c'est aussi ça le but après. Philippe, est-ce que tu avais une question peut-être plus axée sur la thématique, sur les Oui. réseaux sociaux? Toi, je sais que Alors, tu es sur ouais. LinkedIn. Oui, oui, oui. Alors, j'avais noté d'autres questions, mais peut-être qu'on verra ça après. Alors, sur les réseaux, oui, moi, je suis un peu actif sur LinkedIn et pas du tout sur les autres. Et D'accord. j'ai du mal à. Donc, je fais en gros un post par mois sur LinkedIn par exemple, là, j'ai fait un post hier pour dire, voilà, j'ai réussi à produire des salades. Je présente un peu mes salades et puis dire, voilà, j'ai fait un autre atelier, par exemple. C'est un post très court. Ouais. J'ai du mal à voir si c'est utile et j'arrive pas à mesurer, en fait, l'impact en termes de chiffre d'affaires ou même de visibilité avec ça, en fait. Enfin, déjà, il y a une chose qui est certaine. Nous, si on avait continué notre activité uniquement en EHPAD, on n'aurait pas fait tous ces efforts sur Instagram et sur Facebook. Enfin, voilà, moi, je pense que c'est pas forcément utile. Enfin, c'est pas ça qui va te rapporter des clients. Après, sur LinkedIn, je pense qu'il faut être hyper proactif pour que ça fonctionne. Donc, voilà, vraiment rajouter beaucoup de dirigeants, d'EHPAD. Je sais qu'on peut envoyer des messages automatiquement sur LinkedIn maintenant. Alors, il faut bien choisir les mots qu'on utilise et tout ça, mais on peut faire justement de la prospection un peu automatisée. Alors, il faut garder le côté humain, hein, évidemment, mais pour histoire aussi que ça prenne pas trop de temps. Mais je pense que ce qui marche sur LinkedIn, c'est de contacter en fait les gens directement, de leur parler du projet, de leur présenter, et voilà, plutôt que... Enfin,
toute façon, c'est toujours pareil, quand on est dans une attitude entre guillemets un peu passive sur les réseaux sociaux, bon, enfin, il se passe pas forcément énormément de choses, et je pense surtout sur LinkedIn. Donc voilà, mais c'est... Après, j'essaie de voir si il y a un lien entre le post que je publie et le trafic sur mon site. Ouais, ouais. Bah, Dans le post, j'essaie de renvoyer au site que j'ai fait pendant le confinement. Et du coup, je vois si ça augmente ou pas après le post. et alors, ça fonctionne? Ouais, ça augmente un peu, ouais. Mais oui, ça augmente. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne sur LinkedIn, mais par contre, sur Facebook, par exemple, c'est hyper bien fait. On peut même maintenant voir, quand on fait une publication, le nombre de personnes qui sont allées sur le site. Et après, bon, c'est un peu effrayant aussi, hein, mais à partir du nombre de personnes qui sont allées sur le site, enfin des gens qui sont allés sur le site, leur refaire de la pub à eux, parce qu'on sait qu'ils sont déjà intéressés par notre projet et donc ils sont susceptibles voilà, de Et travailler comment avec tu nous, les quoi. connais, ces gens? T'as leur adresse? Alors moi, je les connais pas, mais c'est Facebook et son algorithme magique qui les connaît. Non, mais c'est hyper impressionnant. Enfin, voilà, en fait, Facebook est capable de... Il faut installer un plugin sur son site, il faut faire une petite manipulation, hein, mais Facebook est capable en fait de tracer les personnes qui, depuis Facebook, sont allées sur le site internet, et ensuite sur Facebook, eh ben, ils vont refaire de la pub à ces personnes-là Ah oui, en mais toi, t'as particulier. pas leur adresse mail. Non, par contre, moi, je récupère pas leur adresse mail. Non, faut pas exagérer quand même, heureusement. Ce serait un peu, exagéré. Ouais. Est-ce que tu avais une autre question, Philippe? Oui, j'avais une autre question, mais alors c'est pas directement sur les réseaux sociaux, c'est plutôt comment tu t'organises. Alors, deux questions quand même qui sont importantes pour moi, c'est comment tu démarches et quelles EHPAD tu démarches et comment tu sélectionnes tes, tes étudiants, combien tu en as et combien tu les payes. En gros, hein. Ok. Alors, il y a plusieurs questions. Ouais, plusieurs questions, ouais. Alors, comment est-ce que je démarche? Nous, on démarche, enfin, à mon avis, hein, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même le téléphone. Envoyer une série de mails comme ça dans le vide, franchement, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, on appelle chaque EHPAD. Parfois, parfois, il suffit d'un appel, parfois, il en faut 30. Voilà, donc il ne faut jamais lâcher l'affaire et toujours les relancer. Toujours dans les EHPAD, mais bon, ça, j'imagine que c'est pareil pour toi. Nous, on parle avec l'animateur ou l'animatrice. Ça, c'est notre interlocuteur privilégié. Après, toi, c'est peut-être des projets un peu plus coûteux, donc j'imagine qu'il faut passer par la direction. Mais voilà, enfin, nous, vraiment, on commence en demandant à parler à l'animateur ou à l'animatrice. Ensuite, les étudiants, c'était ça ta question? Oui. Comment est-ce qu'on les sélectionne? Alors, on a eu la chance, évidemment. Enfin, on était tous en fait encore à l'école quand on a lancé Artera. Donc, on s'est basé déjà sur notre réseau en fait de connaissances, hein, tout simplement. Et on était évidemment sur tous les groupes de promo de Facebook, de notre école, et on s'est inscrit dans tous les groupes de promo de toutes les facs de Paris qui nous intéressaient, et on poste nos annonces là-dessus, et c'est ça qui fonctionne hyper bien. Et puis au bout d'un moment, quand tu as un certain nombre d'étudiants, ça commence à fonctionner par bouche à oreille, et on n'a presque plus besoin de poster d'offres. Et tu Voilà. poses tous les offres, j'ai pas compris. Sur les groupes Facebook de promo des étudiants. Okay. En fait, chaque promo d'étudiants a un groupe Facebook maintenant. Enfin, c'est automatique quasiment. Donc, il faut rentrer dans ce groupe et ensuite leur poster des offres. Ça permet de cibler des étudiants qui nous intéressent particulièrement. Là, aujourd'hui, on travaille avec une centaine d'étudiants à peu près. Donc voilà, je te dis, ils parlent du projet autour d'eux, donc ça se renouvelle un petit peu tout le temps. Et comment est-ce qu'on les recrute? Pour nous, c'est évidemment central de ne pas se planter dans le recrutement. Donc, on leur fait passer différents tests, en fait. Voilà, un test d'expression orale, on va les faire répéter devant nous, on va les accompagner la première fois. Donc, on essaye de vraiment les driver, et puis pour qu'ils comprennent aussi comment est-ce qu'on parle avec des personnes âgées, quels sont leurs besoins spécifiques. C'est bête, mais bon, parler fort, parler doucement, parler lentement. Voilà, c'est des choses de base, mais qu'il faut quand même apprendre. Et puis, combien est-ce qu'on les paye? On les paye 40 € par conférence. Et c'est des conférences de 2 heures ou 3 heures? 1 heure. Okay. Voilà. Et ils n'ont pas à écrire le contenu, hein, bien sûr, tout le contenu leur est fourni. Mais 40 € en réalité, c'est un prix qui est honnête, je pense. Je ne peux pas penser que c'est des monts et merveilles. Non, parce qu'une conférence, ça se prépare. Donc voilà, il faut préparer la conférence et puis ensuite la donner. Donc,
Donc, ils ont un statut d'auto-entrepreneur, les étudiants? Ouais. Oui. Ok. Et ils ont tous accepté d'avoir ce statut-là? Ah bah, ceux qui n'ont pas accepté ne travaillent pas avec nous, tout simplement. Non, mais nous, on est hyper transparent, hein. Même dans notre annonce, on le dit, voilà, nous, c'est le seul moyen, surtout pour des missions comme ça, qui sont hyper courtes, Ok. de recruter des gens. Et puis, ça reste un job étudiant. Donc, voilà, on ne remplace pas des salariés avec nos étudiants entrepreneurs. Enfin, c'est pas le but. Et puis, par contre, les guides conférenciers avec lesquels on travaille, sont aussi auto-entrepreneurs, mais c'est voilà, c'est quand on est indépendant en tant que guide, on est auto-entrepreneur. Enfin voilà, c'est pas nous qui leur imposons ça, c'est eux. Et donc, en fonction du thème de la conférence, tu dis, je vais demander à un de mes 100 étudiants, en fonction de ta dispo, de ta compétence. Bah, nous, on a tout automatisé maintenant, donc ça a été un gros travail et c'est extrêmement utile et heureusement que c'est comme ça. Donc en fait, il y a un formulaire et puis ils peuvent sur Internet et avec la liste de toutes les conférences à venir, des 60 prochains jours, toutes les infos dont ils ont besoin pour faire leur choix, thème, endroit, horaire, etc. Et c'est eux qui s'inscrivent. Et ils reçoivent tout automatiquement, toutes les infos, tous les fichiers pour les conférences, etc. Ok. C'est bien, ouais. Voilà. Alors, je suis désolée, on va devoir conclure, mais vous pourrez rediscuter après le live sans aucun problème. Bien sûr. Juste avant de conclure, est-ce que vous avez une actu à partager? Laura, peut-être une inspiration, un livre, un podcast pour les vacances, avant de partir en congé? Une actu, nos visites guidées, évidemment, et une inspiration. Moi, je lis beaucoup, mais rien qui aurait un rapport avec ça. Par contre, j'écoute beaucoup de podcasts et pour les jeunes entrepreneurs qui ont envie d'avoir un peu d'inspiration, il y a plein de super podcasts sur l'entrepreneuriat. Moi, j'aime bien... le studio Nouvelles Écoutes avait fait un podcast qui s'appelait Commencer. Ça, c'est pas mal parce que ça suivait en fait les débuts d'une aventure entrepreneuriale dans le domaine du textile. Mais ça permet de voir comment se monte une entreprise, les défis, les challenges, des choses auxquelles on a tous affaire. Et sinon, pour entendre des personnalités beaucoup plus expérimentées et hyper inspirantes, il y a Le Gratin de Pauline Léniaud. C'est un podcast qui est hyper intéressant aussi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et côté Mouvement Up, nous, c'était notre dernière conférence de l'été. On va se retrouver en septembre pour une toute nouvelle programmation. Et aussi, sachez que notre magazine numéro 3 sortira la semaine prochaine, le 15 juillet. Il est consacré à l'autonomie et à savoir est-ce que ce modèle va-t-il vraiment sauver le monde après cette situation. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir sur notre site internet tout le grand dossier qu'il compose. Et puis, Philippe, tu avais une petite actu avant de se quitter? Oui, c'est tout simple. Si tu veux partager. Oui, c'est que donc après la première école dont je parlais, je vais lancer une deuxième vague de semis, voilà, avant de partir aussi quelques jours en congé. Et puis comme ça se passe bien, le directeur de l'EHPAD me confie d'autres missions. Voilà. Ok, c'est super et bravo à toi, bravo à tous les deux pour vos projets. Merci. Et puis, je vous souhaite une belle continuation. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.